Alors, il m'a convoqué, et ça n'a pas été tellement long. Il m'a dit, j'achève la préparation de la composition du Conseil des ministres. Alors, il dit, je t'offre le ministère de la Voirie. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit, c'est vous qui décidez, je ne vais pas en faire de choix. Je lui ai dit, ça va m'intéresser sûrement. Je m'y suis intéressé dans l'opposition. À mon avis, c'est un bon programme de voirie au Québec. C'est essentiel pour être capable de se donner les instruments économiques dont on a besoin pour le transport des marchandises, des personnes et des marchandises, pour être capable d'établir et de mettre en vigueur de façon judicieuse, mais rentable, une politique de régionalisation économique. Parce qu'il y avait des régions qui étaient éloignées des grands centres, puis qui n'avaient presque pas de communication avec le reste de la province. Alors, il fallait avoir fait le tour du Québec pour vérifier à quel point c'était vrai. Alors, je dis, si c'est vraiment ça qui est le programme, ça m'intéresse, puis je vais y donner le meilleur de moi-même. C'est bien sûr qu'il y avait un certain danger, parce que c'était connu d'à peu près tout le monde que la voirie, surtout la voirie rurale, était une façon pour certaines personnes de gagner des sous au service du gouvernement. Alors, en travaillant, moi, y travaillant pas, parce que quand je suis arrivé au ministère, puis que j'ai demandé les listes des employés du ministère, employés réels, professionnels, saisonniers, occasionnels. Les listes occasionnelles étaient très longues, mais il y en avait beaucoup qui tiraient un salaire, mais qui ne travaillaient pas. Alors, c'est là que j'ai réalisé que c'était un ministère politique. Alors, dans ce sens-là, c'était certainement un ministère de patronage. Maintenant, sur la façon dont les travaux étaient exécutés ou accordés, il n'y avait pas beaucoup d'appels d'offres à ce moment-là. C'était des contrats négociés. Alors, au niveau rural, c'était des travaux qui étaient exécutés en régie, comme on disait à l'époque. Le cantonnier, avec l'organisateur politique ou le député du comté, préparait un programme de travaux, puis déterminait combien de personnes étaient nécessaires pour exécuter des travaux dans tel rang, dans tel autre rang, etc. Alors, c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, ça allait beaucoup plus souvent au mérite politique que pour la compétence que ça pouvait comporter de la part de la personne à qui on demandait des services. Il a fallu établir un système de subvention publique. Évidemment, comme ministre de la Voirie, je suis bien fier des réalisations de mon ministère au plan autoroutier, de la construction d'autoroutes des cantons de l'Est en 18 mois. Il n'y a pas eu un dépassement de coûts considérable. C'était mené avec compétence, avec rigueur et avec beaucoup de professionnalisme. L'autoroute du nord de Montréal, à partir de Saint-Jérôme, aller jusque dans la partie montagneuse, qu'il fallait terminer rapidement parce que c'était une source de revenus importante pour le Québec. À ce moment-là, d'abord, c'était la signature de l'entente avec le gouvernement d'Ottawa pour la confection de la partie de l'autoroute transcanadienne en territoire québécois, que Duplessis avait toujours refusé sous prétexte que ça portait atteinte à l'autonomie provinciale, parce qu'il fallait, comment dire, céder du terrain au gouvernement fédéral pour construire la section de l'autoroute transcanadienne au Québec. C'est un faux prétexte. Le fédéral ne s'est jamais emparé d'une parcelle du terrain appartenant au territoire québécois. Mais je dis, si vraiment il y a un doute, je dis, on va proposer un amendement à la loi fédérale pour faire dire clairement dans la loi que les expropriations requises pour établir la tronçon de l'eau transcanadienne dans le territoire québécois, alors sont du domaine de juridiction québécoise. Alors, même si c'est un programme à frais partagés, mais que la propriété du fonds de terrain reste entre les mains du gouvernement québécois. Alors, c'était un débat qui était houleux, vigoureux pendant un certain temps,
Mais à un moment donné, il y en était plus question. Les gens ont réalisé que c'était un faux prétexte, un faux problème qui était soulevé par l'Union nationale à l'époque. C'est dans mon comté que le premier appel d'offres a été lancé pour la construction des routes transcanadiennes. Alors, une noblesse oblige, peut-être, mais alors, les militants, la population fédérale voulaient absolument que le premier contrat soit accordé dans le comité du ministre. C'était dangereux parce que, je ne sais pas où je vais mettre les pieds, c'est nouveau. Les entrepreneurs ne sont pas familiers avec le système de distribution publique. Ce sont tous des entrepreneurs qui ont été appelés à travailler pour le gouvernement en négociant des contrats, en basant leur estimation du coût de travaux sur des estimations faites par le ministère ou par des bureaux de génie conseil, mais engagés par le ministère. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui avaient peur de présenter des soumissions et qui ont attendu plusieurs mois avant de proposer des soumissions. Alors, il y avait des retards considérables à rattraper. Et à ce moment-là, les besoins avaient changé. La route à 2 voies qui était nécessaire en 1950, quand le programme a été établi, a été lancé, mais rendu en 1960, elle avait changé. Des fois, ça faisait des routes à 4 voies. Dans certains secteurs plus populeux, où il y avait du développement plus considérable au plan industriel, au plan commercial, au plan des services gouvernementaux qui étaient donnés, au plan scolaire. Alors, je voulais tenir compte de tout ça. Alors, il a fallu négocier avec Ottawa des modifications à l'entente pour essayer de grossir un peu la participation financière d'Ottawa. D'abord, la réunion avait été convoquée par M. Lesage parce qu'il y avait des raisons sérieuses de le faire. Il commençait à sentir qu'il y avait pas nécessairement des divisions, mais qu'il y avait des doutes sur l'orientation que prenait le gouvernement libéral de l'époque et sur les orientations que prenaient certains engagements au plan électoral. Et que le budget de la province étant pas tellement considérable qu'il y avait lieu de s'inquiéter de l'état des finances du parti si on voulait donner suite aux promesses et aux engagements les plus formels et qui étaient les plus susceptibles aussi de rendre des services que la population attendait du gouvernement de M. Lesage. Et M. Lesage, qui était un homme de finances, qui savait compter et qui était un homme rigoureux, commençait à s'inquiéter aussi, même s'il avait dit tous ces changements-là seront faits sans augmentation de taxes. Alors, ça peut être un bon slogan au plan électoral pour rassurer la population, pour avoir son adhésion, mais dans les faits, ça a marché un peu autrement. Il s'est aperçu qu'il y avait des programmes qui coûtaient beaucoup plus cher qu'il avait prévu et que ça prendrait peut-être des augmentations de taxes quelque part. Alors, là, il a senti qu'un mandat de 4 ans, ça serait peut-être un peu trop court. Alors, il s'est dit, on va en discuter de tout ça, mais en arrière-plan, se profilait tout le problème sur lequel M. Lévesque travaillait, la nationalisation de l'électricité. Alors, lui, il fait faire ses dossiers, puis il fait faire, pas toujours en communion intime avec ses collègues. Alors, c'était un gars compétent, il connaissait son affaire, il y avait Fariso qui travaillait avec lui, il y avait d'autres personnes en qui il avait confiance. Puis, alors, l'évêque était bien content de la décision de M. Lesage de convoquer le Calépo, mais il s'est dit, il faut en profiter pour proposer la nationalisation de l'électricité, mais il va falloir que je sois bien préparé. Alors, il était bien préparé. Alors, la réunion s'est faite au lac à l'épaule. Alors, c'est là que les tensions ont commencé à se faire valoir, parce que quelques-uns, parmi les ministres, croyaient pas que le Québec avait les moyens financiers de se lancer dans l'aventure de la nationalisation de l'électricité, compte tenu des moyens budgétaires à notre disposition. Bon. D'autres trouvaient qu'on n'avait pas le personnel compétent pour mener
la nationalisation en bonne fin. Alors, M. Marler, qui était un homme de finance et qui avait eu pour mission de M. Lesage d'en faire de la surveillance et qui faisait un excellent travail, mais il était décidé conservateur à ce niveau-là. Il n'était pas capable de concevoir que le Québec était capable de faire comme l'Ontario et les autres provinces qui avaient déjà nationalisé leur ressources hydroélectriques. Bon. Alors, moi, je disais, monsieur, parce que à ce moment-là, je me souviens, M. Marler était à ma droite, au lac de l'Épaule, et René Lévesque à ma gauche. Alors, je disais, M. Marler, qu'est-ce qui fait que le Québec n'est pas capable de faire comme les autres provinces? Je ne comprends pas. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Bon, il y avait différentes raisons. Question de culture. On n'était pas versé en finance comme les provinces anglophones. Alors, on n'était pas familier avec la façon d'administrer les deniers publics de la même façon. Puis que peut-être que c'était trop sentimental chez les Québécois par rapport à la rigueur plus objective des Anglo-Québécois dans le domaine. Bon, c'était tout à fait normal, comment qu'il explique à sa façon, de la façon qu'il concevait. Puis, il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Bon, alors, René Lévesque, il dit, on est capable de faire ça comme n'importe quel autre. Il s'agit d'avoir le courage de décider et de choisir les personnes compétentes pour nous aider et de prendre les moyens financiers de nous débarrasser de ceux qui nous contrôlent au plan financier quand c'est le temps d'aller soumettre les besoins financiers du Québec sur la marché obligataire de New York. Bon. Je ne vois pas pourquoi ce sont toujours les mêmes syndicats financiers anglophones qui contrôlent les finances du Québec quand c'est le temps d'aller financer les obligations et les besoins financiers du Québec pour établir ces politiques puis les réaliser en territoire québécois. Alors, que ce soit pour l'Hydro-Québec comme pour les autres domaines, l'éducation, santé, et c'est le même problème. Il est temps que les Québécois aient le courage de voir leurs propres finances et à prendre des moyens pour y arriver. Alors, on ne peut pas dire que ça avait été déterminé dans les meilleures conditions de démocratie. Je me souviens, on était en vacances à Miami. M. Lesage était ses vacances annuelles. Et moi aussi, je la faisais à la même époque pour des raisons professionnelles, mais des raisons familiales aussi, pendant les vacances scolaires des enfants. Alors on était 8 à Miami. Sid Courcy, Pierre Laforte, et moi, M. Lesage. Mais à un moment donné, quand on a été convoqué un vendredi dans une salle de réunion d'un club select de Miami Beach pour une réunion du Conseil des ministres à 8, on se demandait qu'est-ce qui faisait tellement, puis qu'est-ce qui faisait que 8 ministres avaient plus voix au chapitre que les autres qui n'étaient pas là. Ça, c'est un petit peu embêtant. Alors, c'est normal, comme c'est les listes au plan social, si on veut parler de politique aussi, mais on ne pensait pas que ça aurait les conséquences que ça devait avoir. Il y avait toute une stratégie derrière ça, puis un but bien précis. Alors, des amis du parti, Claude Ducharme et d'autres, qui étaient des conseillers de M. Lesage, qui étaient des gars compétents, avaient réussi à faire préparer un sondage pour convaincre M. Lesage qu'il y avait peut-être lieu de faire des élections hâtives plutôt que tardives. Surtout vu que l'Expo était pour avoir lieu un an plus tard, en 1967, que c'était mieux de régler nos problèmes d'ordre politique et d'ordre budgétaire avant qu'on soit pris avec les problèmes plus concrets du financement d'Expo 67 et de la présence de tous les pays participants, puis des invités, puis où forcément l'administration financière, budgétaire, puis
devait se relâcher pendant un certain temps. Bon. Il y avait des variables considérables, puis il y avait beaucoup de questions à se poser et des doutes qu'on pouvait avoir. Et alors qu'on nous présentait le sondage comme était une preuve que le programme était bien fait, que les libéraux étaient encore populaires, que le chef du parti était plus populaire que M. Lesage était plus populaire que Daniel Johnson, et qu'il y avait une reconduction de mandat qui était assez évidente et même automatique. On parlait même de 90 comtés libéraux sur 108, je pense. Personnellement, j'en doutais un peu. Ministre de la Voirie, que j'étais, puis il y a des problèmes causés par mon collègue Jean Lajoie en éducation, avec toute la régionalisation des écoles, fermeture des écoles de rang, régionalisation des écoles, alors transport scolaire en autobus. Il fallait être capable de les faire circuler, les autobus, dans les rangs. Il fallait chercher les élèves, les amener à l'école régionale, à l'école secondaire. Mais, alors, il fallait que les rangs soient assez larges et que les courbes soient faites. Il faut être capable de permettre le virage d'autobus. Mais au ministère de l'Éducation, je n'étais pas préoccupé de ça beaucoup. Mais on avait le problème. Alors, ça créait du mécontentement. Et alors, ça créait des tensions au sein de mon ministère. Puis quand j'en parlais, comment tu, à qui de droit, au ministère de l'Éducation, mais Paul Jean Lajoie était bien loin de ces problèmes-là. Il était dans sa tournée là, de ces réformes de l'éducation. Et alors, bon, arrangez-vous vos problèmes, mais vous, là, c'est des problèmes qui étaient réels, ça. Mais on y a goûté, on a payé pour ça. Johnson avait senti ça, lui, parce que Johnson avait des antennes politiques assez extraordinaires. Il avait du flair politique. Son flair politique était différent de celui de M. Lesage. M. Lesage voyait les problèmes un petit peu plus au-dessus. Alors que Johnson, lui, il voyait un petit peu plus en bas, mais il était plus sur le terrain. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait un danger, là. Alors moi, je lui disais, en déclenchant l'élection à la date que vous voulez choisir, je ne suis pas sûr que ça va être tellement populaire. On a eu un hiver très rigoureux. On va avoir à peine commencé à faire certains travaux qu'on va être en élection. Alors, on ne pourra pas satisfaire beaucoup de gens avec une élection aussi hâtive que ça. Moi, je ne sais pas. Si j'avais un conseil à donner, je la retarderais. Je ne dis pas de ne pas la faire en 1966, mais de la retarder plus tard en été ou peut-être à l'automne. Alors qu'on sera... on aura terminé la plus grande partie de notre programme routier, puis peut-être à la satisfaction des citoyens. Bon, alors ça, c'est ça les craintes que j'avais pour ce qui me concernait mon domaine. À cette course-ci, il y en avait d'autres du côté des besoins de la classe agricole, puis avec des dossiers bien préparés, puis à cette course-ci était un agronome professionnel, mais qui avait vécu dans la BTB et qui était devenu un cultivateur pratiquant, hein, et qui connaissait son métier, et qui déposait ses documents, puis avec conviction. Et ça a ébranlé M. Lesage un bout de temps, mais pour Claude Ducharme, qui était un avocat d'Outremont, ça ne disait pas grand-chose. Hein. Là, il s'en tenait au sondage, bon, puis alors, ça devait donner telle chose, bon, alors ça devenait presque de l'automatisme à ses yeux et dans sa façon de voir les problèmes. Alors là, on a peut-être été un petit peu mal conseillés. Trop naïf, d'une part, et pas suffisamment compétent en matière de sondage, qui était un domaine assez nouveau. Hein? Bon, il faut l'admettre. Alors, on a risqué de tout faire de tout, mais on a échappé du cesse. Hein? Johnson avait établi qu'il fallait prendre 55 comtés, puis il avait établi quel comté il fallait aller chercher pour être capable de nous mettre en minorité. Puis il a réussi son pari. Il a bien travaillé son élection, il a argumenté de la bonne façon à l'égard de M. Lesage,
quand il a sorti sa fameuse déclaration, c'est pas l'Union nationale, c'est pas Daniel Johnson qui va battre le Parti libéral. C'est Jean Lesage. Jean, je me moi. Je me moi. Ça a eu une réflexion terrible. Et M. Lesage avait décidé de changer son style de campagne, précisément. Puis quand il a fait son fameux discours sur la langue française à Saint-Georges-de-Beauce, pendant un beau dimanche après-midi, où il faisait une chaleur torride, et moi, je faisais une campagne contre Daniel Johnson, justement, à Alton-Bay, dans le comté de Daniel Johnson. Alors, ma femme m'accompagnait. Alors, j'ai terminé mon assemblée politique, puis en m'en revenant vers Drummondville, mais là, j'écoutais le discours de M. Lesage sur la langue française à Saint-Georges-de-Beauce. Moi, c'est pas ça qui va faire la différence dans la victoire. J'ai l'impression qu'il va nous manquer quelque chose. C'est là qu'on s'est inquiété vraiment, qu'on avait raison. Alors, M. Lesage se présentait devant la population comme un grand administrateur, comme un président de compagnie qui rendait compte de son mandat. Alors, c'était la politique de grandeur, puis c'était une nouvelle façon de faire la politique. Il faisait très bien, mais il n'y avait pas de, comment je dirais, il n'y avait pas de réverbération entre la population et lui à ce moment-là. On l'écoutait gentiment, mais il n'y a pas d'enthousiasme. Puis, évidemment, c'est un homme intelligent, il s'en est aperçu. Alors, dans les derniers 15 jours, il a cherché à rattraper le temps perdu, à changer un peu son style de campagne, mais il était déjà trop tard. Les coups portés par Johnson avaient vraiment porté. Hein? Bon, le jet à Lesage, puis Tigeant de taxe, puis je me moi, puis alors ces altercations parfois en assemblée publique avec des contradicteurs. Alors, il était devenu petit souffle au lait, puis si l'élection était parfois un peu trop virulente par rapport à l'objection qui était faite, par exemple, ou à la farce que l'électeur avait voulu lancer dans l'Assemblée, mais comme M. Lesage faisait mal, parce qu'à ce moment-là, il était tendu, puis son orgueil, mais il jouait parfois des mauvais tours, au lieu de prendre ça en dérision, puis il prenait ça au tragique, alors ça le portait à devenir plus sévère, puis plus dur dans le ton de son argumentation. Alors, c'était quand même une belle campagne, parce que finalement, il y a eu des semences quand même qui ont été faites. Et il a fallu attendre 4 ans d'opposition. C'est long. Après avoir occupé le pouvoir, 4 ans d'opposition, c'est bien long. Parce qu'on était, c'est peut-être prétentieux de dire, mais on était en possession de nos moyens, dans nos ministères, puis il nous semblait qu'on aurait dû avoir un mandat encore de 4 ans pour peaufiner, terminer les choses commencées et en commencer de nouvelles.